Bonsoir, c'est un homme courageux que nous recevons ce soir. Un homme qui a accepté d'aborder une question classée taboue par bien d'entre vous. Il s'agit de la sexualité en couple. Seulement, la sienne est particulière parce qu'épicée de mouvements, parce qu'épicée de problèmes. En effet, la cinquantaine sonnée, il est tombé en panne. Une panne sexuelle depuis le premier soir de son mariage. Son bijou familial ne répond plus à la demande féminine. Et depuis lors, il a trouvé une solution, du moins sa solution à lui, le divorce. Il voudrait aujourd'hui rompre cette union avec son épouse simplement parce qu'il se déclare aujourd'hui incompétent à la satisfaire dans leur jeu d'intimité entre quatre murs. Il est notre invité ce soir. Il a accepté de s'ouvrir aux questions de regard social pour évidemment nous permettre d'évoquer ou d'aborder un sujet qui semble tabou, mais qui sème beaucoup de discorde dans les couples au Cameroun et en Afrique. C'est un sujet qui interpelle trois dimensions, une dimension purement psychologique, une dimension juridique et puis une dimension socio-anthropologique. Et c'est bien sur la base de ces aspects que nous avons dressé notre casting d'experts que vous découvrirez en deuxième partie après un reportage exclusif qui vous sera proposé au cœur de cette émission. Retrouvons-nous dans une poignée de secondes, mais nous recommandons surtout à tous les jeunes, ou alors nous recommandons exclusivement ce programme aux adultes de plus de 18 ans. A tout de suite. Il a accepté de s'ouvrir aux questions de regard social ce soir pour aborder une question qui semble taboue dans la société camerounaise et même africaine. Nous le recevons avec beaucoup de plaisir. Papa Douala, bonsoir. Oui, monsieur Kwamoric. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je vous appelle Papa Douala, c'est votre petit nom? Papa Douala, c'est mon petit nom, en fait. Mon quartier, je suis peut-être presque le seul côtier et le premier côtier qui a vécu là-bas. Et voilà pourquoi les habitants m'ont surnommé Papa Douala. Alors je préfère moi aussi vous appeler Papa Douala. Alors Papa Exact, Douala, c'est exact. Voilà, vous êtes âgé de 54 ans. Oui. 54 ans, vous êtes père de 6 enfants. Alors vous êtes marié depuis juillet 2015. Malheureusement, vous avez un problème. Depuis le premier soir de votre mariage. De quoi s'agit-il? Monsieur Kwamoric, merci beaucoup. Mon histoire, comme vous venez de dire, père de 6 enfants, marié depuis 2015. Je ne suis pas marié en 2015. Mon premier mariage a été daté de longtemps passé, où j'ai eu 6 enfants. J'ai fait 6 enfants. Mon épouse est décédée en 2005. Que mon épouse est décédée. Si je suis ici avec la photo, je vais vous montrer. Cette dame est décédée dans la salle d'accouchement, en me laissant les jumeaux dans la table, sur la table d'accouchement, ici à l'hôpital à Kentiti. Bon, la grande sœur de mon épouse a pris ces 2 enfants et gardé pendant 2 ans. Avant 2 ans, il me dit, il faut s'arranger de prendre les enfants parce que moi, je n'arrive plus à satisfaire mon mari. Mon mari boude déjà. Bon, en fait, il ne faut pas parler de l'affaire des autres. Bon, j'étais obligé de m'arranger pour prendre mes enfants. Voilà donc, pour les prendre, oh Jesus. Je prends les enfants. Cette dame, moi,
il fallait absolument trouver une femme qui peut habiter avec moi, qui peut m'aider. C'est là où je mets main sur cette dernière qu'on appelle Kenny Colette. Je lui ai dit, maman, voilà ma situation. Est-ce que tu peux m'accepter? Moi, avec 6 enfants. Tu es à la maison? J'ai dit oui, voici le chez moi. Une maison, c'est le chez toi? J'ai dit oui. Immédiatement, elle se trouve dedans. Moi aussi, je suis un homme qui n'aime pas vivre bien au reste, parce que je suis un chrétien. Je n'aime pas le bien au reste. Nous avons vécu peut-être 4 ans, de 2010 à 2005, 5 ans, à 2005. 2015. En 2015, on s'est mariés. En juillet 2015. Monsieur Eric, à partir du même jour qu'on s'est mariés, mon troisième pied ne répondait plus. Mais avant cela, la femme s'y commence d'abord à me dire, dans quelques jours là, vers 2014, moi j'ai dû trop sur elle. Moi je lui demande beaucoup. Moi je suis plus fort qu'elle. Voilà. Tu dis, tout ça c'est quoi? Donc elle se plaignait. Elle se plaignait. De votre prouesse. Je lui ai dit, non. Moi, une femme ne m'a jamais dit ça. Ne m'a jamais dit ça. Mais si tu vois que c'est pas, on ne peut pas vivre ensemble, il faut qu'on se sépare. Tu pars maintenant. Moi aussi, de l'autre côté, j'étais content de la façon qu'elle gardait les enfants. Car elle-même aussi, dans sa vie, elle n'a que fait un seul enfant, une fille. Et cette fille aussi a fait le mariage. Le mariage lui est dépassé, elle est rentrée à la maison. C'est là où... Mais comment vous expliquez le problème? Pourquoi subitement vous vous retrouvez en situation de panne alors qu'un an plus tard ou des mois plus tôt, votre épouse était plutôt inquiète de vos prouesses? Avant le mariage, j'étais pas en panne, on était bien. Bon, en 2015, vers le début de 2015, j'ai commencé à sentir quelques faiblesses. Moi, voici, je me trouve à l'hôpital. L'hôpital dit non, il n'y a rien. Elle-même, elle se trouve quelque part avec les bouteilles, me donner les bouteilles. Moi-même, je pars quelque part pour les bouteilles. Les bouteilles, bon, on dit tradition, pour les affaires tradition, pour donner la force. Jusque-là, rien. C'est là où je suis rentré avec elle. Nous sommes là ensemble. On va faire comment? On va faire comment? Le même jour qu'on s'est marié, alors, il n'y avait plus rien. Rien. Comment ça? Mais c'est quoi, moi, je ne sais pas comment, pourquoi cela est comme ça. Mais comment subitement, le jour du mariage, le moteur ne démarre pas? Comment? Nous avons posé la même question ensemble, entre elle et moi. Pourquoi cela ne... Ah non, laisse. Il me dit, laisse. Je dis, bon, moi je vais alors essayer dehors. Il dit, jamais. Non, il ne doit pas essayer dehors. Ok, même dehors, ça ne donne pas dedans. Alors, moi j'ai découvert, la dame commence à sortir comme elle veut. Elle fait les réunions à 2, elle rentre à 2 heures, à 1 heure, à 3 heures, aux heures comme elle veut. Elle sort comme elle veut, elle entre comme elle veut. Dans ma conception, il y a la cour. La petite cour de ma conception, on a fait une boutique.
qu'elle a transformé ça en une vente emportée. Elle a transformé ça en une vente emportée. Elle reste là, dans ce vente emportée. Même à 2 heures, à 3 heures, 4 heures. Le week-end, alors, elle peut passer là-bas jusqu'à 5 heures. Et pendant ce temps, vous êtes où? Je suis dans la chambre. Seul? Seul. Monsieur Kwamo, il y a le lundi, elle a les réunions. Un lundi, que la date n'est pas dans ma tête, mais c'est dans mes documents. L'homme anglophone a dit que book not the talk lie. J'ai écrit la date. La femme, si est partie à la réunion, rentrée à 1h44. Elle me toque la porte. J'ouvre la porte. Je rentre dormir. Je regarde bien l'heure. Je rentre dormir. Je fais quelques 2 minutes, 3 minutes. Je n'entends pas les pas dehors, au salon. Là, voilà. Me voici. Je me lève. Je dis, mais où est quelqu'un? Je viens à la cour. J'ouvre la barrière. Parce que j'ai une barrière en tôle. Dès que j'ouvre, je lui trouve avec un monsieur que je connais très bien au quartier. Je lui dis, quand j'ai crié, c'est la réunion là comme ça, le monsieur commence à partir, vite, et rentrer. Ok. Je dis, Colette, est-ce que tu fais la réunion avec tel, je ne veux pas appeler son nom. C'est un monsieur que je connais même son nom. Oui. Est-ce que ce monsieur-ci fait la réunion avec vous? Elle me dit, elle rentrait, on se croisait en route. À 1h44, tu as vu l'heure, tu vois l'heure. Il rentre souvent à 1h40, à 1h comme ça. Merci. Là, c'est à part. Non. Monsieur Eric, tout ce qui est touchant, le 29 au 30 avril 2016 était le premier jour que cette dame-ci m'a demandé la relation. Après le mariage, elle a demandé la relation. Ce jour-là, il était 2 heures du matin. À 2 heures, je lui ai dit oui, attendez un peu, dans tout à l'heure. La dame, tout à l'heure que j'ai dit là, quelque chose m'a piqué au pied. La photo est ici, avec moi. Ça m'a piqué au pied. Étant au lit, il n'y a rien qui a monté au lit, rien, personne n'est descendu. Ça m'a piqué, j'ai marché avec le bâton 2 jours. 2 jours en bâton. Monsieur Rick, qu'est-ce qui peut encore vous donner, ou me donner le courage de monter sur cette dame encore? Je veux dire que ce jour-ci, si je montais sur elle, c'est qu'on ne parle plus de moi. C'est qu'on ne parle plus de moi. Donc depuis ce jour, vous avez pris la décision de ne plus jamais? On était même chambre. Jusque-là, on était toujours même chambre. Je passe l'ordre à la maison. Maman, il faut souvent rentrer aussi tard, tôt. Il faut rentrer tôt. Mais elle ne respecte jamais mes ordres. Elle rentre comme elle veut. Mais est-ce qu'avant voilà pourquoi le 9-8 octobre, le 9 octobre 2016, je l'ai enlevé dans ma chambre. Je lui ai donné une autre chambre. On n'est plus dans une même chambre. Alors elle dort déjà chez elle. Elle est à l'aise. Le 22 décembre, je tombe malade. Comme vous me voyez actuellement, ma bouche est penchée. Je tombe malade. Dans ma maladie, on a appelé mon grand frère. Mon grand frère est venu me prendre
amené à la maison. Du 22 décembre jusqu'au 14 mars que je suis rentré à la maison, la femme s'il n'a jamais mis pied. Monsieur Eric, il y a un anglophone dit que action speaks louder than words. Ça veut dire que les actions parlent plus fort que la parole. Très bien. Alors, Papa Douala, nous écoutons ce témoignage, beaucoup de courage. Hein, beaucoup de courage, ça va aller, rassurez-vous. Mais dites-nous, avant le mariage, est-ce qu'elle se comportait de la sorte? Durant les 5 années que vous avez passées ensemble, avant d'officialiser votre union, quelle était son attitude à votre égard? Parce qu'elle n'était pas membre de réunions, des associations, des tontines et tout ça? Elle était toujours membre de tontines, membre d'associations. Mais elle ne rentrait pas aux heures tardives comme ça là. Elle ne rentrait pas aux heures tardives. Donc du coup, vous estimez aujourd'hui que votre panne, la panne dont vous souffrez, il y a pour beaucoup? Il y a pour beaucoup, je n'ai pas compris. Donc le fait que vous ne répondez pas, est-ce que c'est cet aspect-là qui la motive à revenir à des heures tardives à la maison? Je crois que c'est elle qui pouvait répondre à ces questions. Mais quant à moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous êtes un homme, Papa Douala. On vous a écouté lorsque nous étions à votre domicile. Vous avez dit être en bonne santé, puisque vous êtes fait consulter par des spécialistes. Est-ce que vous avez expérimenté, testé l'appareil hors de votre domicile conjugal? Merci beaucoup pour ces questions-là. Je viens de dire, j'ai dit tout à l'heure que même dedans ou dehors, ça ne marchait pas. C'est parce que, oh my God, Jesus. Qu'est-ce qui s'est passé dehors? Même dehors, ça ne donnait pas. Je ne tente pas dehors. Même dedans, ça ne donne pas. Alors, moi, j'ai rêvé. Vous comprenez? J'ai rêvé. Dans mon rêve, il m'a été dit que si cette dame-ci ne quitte pas, moi, je ne serai pas à l'aise. Je ne serai pas en paix. Mon appareil ne va pas marcher. Donc vous pensez aujourd'hui que seule la séparation peut relancer la machine? Seule la séparation. Pourquoi? Parce que c'est ce que ma tête m'a dit et c'est normal, c'est comme ça, c'est vrai. J'ai demandé à la dame, c'est comme ça que tu m'avais trouvé? C'est comme ça que tu m'avais trouvé? Non. D'abord, elle se plaignait. Elle se plaignait, moi j'ai dû trop sur elle. Moi, je la demande beaucoup. Alors, tout ça, peut-être se plaindre ou je ne l'accuse pas aussi qu'elle a touché quelque chose. Je ne l'accuse pas. Je regardais seulement le bon Dieu qui m'a amené ici, et le bon Dieu. Monsieur Eric, oh Jesus, ce n'est que la séparation. Donc vous voulez le divorce? Ce divorce que vous voulez, le divorce comme vous dites là, ce n'est pas moi seul. Monsieur Eric, la date est dans mes documents. On s'est sorti un jour le matin à 7 heures. 7 heures. Elle a dit, il faut qu'on se sépare. Je ne sais pas ce que nous faisons ici.
C'est elle-même qui le dit, qui me dit ça. J'ai dit, bon, on est assis, on s'est arrangé pour aller en Dokoti. Je lui ai dit que bon, je vais aller en Dokoti. Je vais dire qu'on nous laisse, on ne sait pas. On met le papier, c'est pour nous deux, non? Et je suis allé, j'ai demandé, on a écrit, pour nous deux, c'est quand même, nous avons décidé ensemble. Nous avons décidé ensemble à une date qui est bien mentionnée. C'est bien mentionné dans mes documents. C'était 7 heures du matin. Vous avez décidé? Nous avons décidé ensemble. Mais est-ce qu'elle est d'accord? Elle a changé elle était d'accord. Maintenant, nous sommes partis. Elle est toujours? Nous sommes, j'arrive. Oui. Nous sommes allés, je suis allé en Dokoti, parce que c'est moi. Je suis venu et lui donner la réponse. Tout ce que j'ai travaillé le jour-là, tout. Voilà, j'ai déposé. Tu as déposé, j'ai dit oui. Mais, le Dokoti nous a donné première audience. C'était le 5 décembre. Première audience. Cela s'est passé. Cela s'est passé que nous sommes venus en retard, nous deux. Deuxième audience était le 16 janvier 2017. C'était deuxième audience. Bon, je suis arrivé au deuxième audience. Je trouve que un monsieur qui me donne le papier, il dit, va chez le juge. Le juge me dit, votre dame a refusé d'être jugée en Dokoti. Il faut aller aux grandes instances à Bonanjo. Ah. Vous avez été sûr? Elle-même n'était pas là. C'est là où ça m'a surpris. Ok, bien. On en parlera davantage dans le reportage qui va suivre. Mais Papa Douala, est-ce que vous avez un message ce soir pour votre épouse, d'abord? Même si vous êtes rendu aujourd'hui à la phase de séparation, vous l'avez aimée à un moment de votre vie, est-ce que vous avez un message pour elle? Elle vous écoute ce soir. Oui, j'ai un message pour elle. Moi, Colette, si tu m'écoutes réellement, tu sais que moi je t'ai aimé. Moi je t'ai aimé. Mais nous ne pouvons plus rester ensemble parce que notre amour ne se consomme pas, ne se consomme plus, n'a plus de sens. C'est le message que j'ai pour toi. Et toi-même, tu as découvert que nous sommes toujours dans les querelles tous les jours. Ce n'est pas bien. C'est mieux d'être célibataire que d'avoir ce pareil mariage. Même les voisins, tous les voisins, se moquent de nous. Bon, monsieur Kwamori, pourquoi venir au regard social? Pourquoi venir ici? Moi, je pose ces questions. Effectivement. Je suis venu ici parce que quand mon épouse a enlevé le dossier en Dokoti, envoyé à Bonanjo, je suis arrivé à Bonanjo. C'est là où, à Bonanjo, pour ouvrir seulement le dossier, on me parle des affaires de 500 000, 800 000, 1 million, 500 000. Ça m'a dit oui. J'ai proposé même de vendre ma maison. De vendre. Un juge là-bas me dit que ta maison là n'atteint même pas ce qu'il faut ici. Ta maison n'atteint même pas ce qu'il faut ici. Moi, je vais toujours rester. Alors, la femme passe devant moi, je mange seulement la femme avec les yeux. Hein? Je n'arrive plus.
Je ne peux plus dire bonjour à la femme. Parce que je n'arrive plus à dire bonjour à la femme. Si elle m'accepte là maintenant, je vais faire comment? Je vais ramasser la honte devant elle. C'est là où je suis venu. Peuple camerounais, pardon. La séparation avec cette dame-ci, c'est ça qui est pour moi très utile, très pur. Si elle veut, je ne savais pas que l'homme peut rester un mois sans voir une femme, sans voir la femme, un mois. Je ne savais pas. Mais moi, voici, je suis à plus de 2 ans. 2 ans. Dieu merci. Il me donne toujours, quand je suis assis comme ça, pour quelque temps, les reins me font mal. Les reins me font mal. Mais Dieu qui a mon corps, c'est là où il a mis mon corps. Tout à fait. Alors, le message est passé, ne pleurez plus, papa. Hein, soyez fort. Soyez fort, soyez courageux. Votre message est passé. Il voudrait aujourd'hui obtenir le divorce à tout prix pour rétablir la paix avec lui-même. Et bien sûr, il se montre inquiet surtout par l'avenir et le devenir de ses enfants, de sa progéniture, père de 6 enfants. Alors, Papa Douala a beaucoup de courage. Hein. Merci. Votre message est passé et nous espérons qu'un terrain d'entente pourra être trouvé à la suite des médiations qui pourront être engagées dans les prochains jours, puisqu'il faut évidemment convier à la table de négociation votre épouse. Et évidemment, nous sommes convaincus qu'une solution pourra en sortir. Alors, je vous propose tout de suite de vivre le quotidien de ce papa que nous recevons ce soir. Nous l'avons rencontré à Douala, dans les encablures de la pénétrante est de la capitale économique du pays. Nous avons pu peindre son quotidien. Dans ce reportage, vous écouterez également la version de son épouse que nous avons rencontrée avec la caméra de M. Samuel Tchoufa, avec l'appui de Flavien Walondongo et Dani Warenzede. Je vous propose de suivre ce reportage et juste derrière, nous donnons la parole à nos experts. A tout de suite. Je suis marié aujourd'hui 2015, le 25 juillet 2015 à aujourd'hui. Ça peine, c'est presque 2 ans, ou 1 an. 2 ans, presque. Presque 2 ans. Plus de ces 2 ans, je n'ai pas fait l'amour. Coucher une femme comme ça, je l'ai tenté dehors, 0. J'ai reçu la honte devant. Ça m'a ridiculisé, ça m'a mis à néant. À la honte, ça m'a donné que la honte. Pourquoi? Parce que mon 3e pied ne s'est pas levé. Je ne me suis plus moi-même. Et voilà pourquoi vraiment, je ne suis jamais content. Les conséquences de la panne sexuelle que vit Papa Douala sont énormes. Dans la chambre, le courant ne passe plus avec madame. La soupape de transmission ne démarre pas malgré tous les efforts de maintenance. Inquiet, Papa Douala s'est fait consulter par des spécialistes. Vous dites que c'est la maladie. Ok. Je suis allé à l'hôpital. Le médecin m'a examiné et me dit que, monsieur, je ne peux même pas te prescrire paracétamol. Ta santé, selon le résultat,
ton corps est normal. Tu prends même une petite fille comme celui-ci, comme celui-là. Vous allez encore faire la famille bien, bien. Il ne m'a pas prescrit quelque chose. Là à part, je suis encore allé à l'hôpital, ici, à Essonel, au Carrefour, en face du lycée d'Aqua, chez les Chinois. Je me suis examiné là-bas, l'examination générale. Je les ai posé la question plus uniquement sur ça. Il me dit que, mais tu n'as pas de femme, tu n'as pas une femme. C'est une question qu'on m'a posée. Ça m'a dépassé de répondre. Face à cette équation de démarrage impossible, Papa Douala, ancien conducteur d'ambulance, souhaite aujourd'hui conduire son union dans une ambulance. Moi, je veux divorcer parce que je n'arrive plus à faire l'amour avec cette même femme. Je veux divorcer pour que je sois à l'aise. C'est mieux d'être à l'aise, c'est mieux d'être célibataire que d'avoir le nom de mariage. Je veux divorcer parce que la femme ne prend même plus soin des enfants. S'il vous plaît, j'ai pris cette femme-ci parce que mon épouse a couché les jumeaux dans la salle d'accouchement et m'a laissé les jumeaux. Ces jumeaux-ci se sont nourris que par service social. Le lait. L'homme voudrait aujourd'hui intenter une procédure de divorce. La question a été abordée avec son épouse. Elle s'y est fermement opposée. Et pendant que nous abordons le sujet à domicile, elle débarque, de retour d'une course. Caméra cachée, nous mettons le dossier à table. Tu vas me questionner, questionne-moi. Bon, écoute encore ce que je te dis. Ouais. Ouais. Tu m'as dit de te questionner, non? Questionne-moi, sans me filmer. Il a troisième pied. Moi, je ne lui ai pas donné l'argent d'aller à l'hôpital. C'est moi qui a fait ça. Il a payé le remède, il n'a pas payé. Il vient me dire qu'il a payé le remède. Je n'ai pas moi de problème avec quelqu'un. Tu dis que tu viens sur le taxi. Il dit que son Dieu a dit qu'on ne soit pas encore ensemble. Que son Dieu a dit qu'on ne soit pas encore ensemble. Que je n'ai pas même Dieu avec lui. 3 jours, il me dit que, toujours dans la chambre, 3 jours, il me dit que, non, je veux que, c'est ta part de cadeau que j'ai donné pour faire l'acte de mariage. Prends l'acte de mariage et tu pars. Tu n'as pas accouché d'enfant ici avec moi. Tu n'as pas d'enfant ici. Tu m'as déjà aidé, oui, ça suffit. Il faut partir. J'ai dit que je pars comment? Il dit que je vais partir. Il me dit que les enfants partent en vacances. C'est pour prendre les enfants pour aller garder. Pour aller me garder. Les enfants que j'ai pris ça, les bébés souffrent sur ça. Donc vous ne voulez pas divorcer? Je ne me pose pas de questions. Il t'a déjà dit ce que ça a commencé. Du coup, il a retiré mes choses dans la chambre, versé dehors. Il dit qu'il faut que je quitte. En me prenant à l'entrée pour venir ici. J'étais commerçant là-bas. Je vendais tout. Elle dit qu'elle n'a pas place pour partir. Mais il y a place que je t'ai trouvé. Il y a place que je t'ai trouvé. Je connais le chez toi à l'entrée. C'est le chez nous, ce n'est pas le chez moi. Le chez vous où? Vous m'avez pris là-bas pour aller encore me remettre là-bas. Colette, on s'est arrangé ici. On ne s'est pas arrangé avec qui? Avec moi, non. Moi, je ne peux pas rester avec toi quand mon troisième pied ne marche pas. Ce n'est pas moi qui ai tué. Toi-même, tu me dis que tu m'as donné l'argent. Tu m'as donné l'argent pour me soigner. Tu m'as donné combien? Il dit que son pénis est mort. Ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas à cause de moi que le pénis est mort. Je prépare la nourriture comme ça là. Je lui donne, il dit que j'ai mis le poison. Plaît comme ça. Il a dit que tu vas me tuer. Tout simplement parce qu'il a sa boutique dehors. Mes amis, moi je vais casser cette boutique-là. Tu me donnes mon argent que j'avais conçu avec. Tu as déjà exploité combien de temps? Papa Douala est aujourd'hui convaincu que seul le divorce pourrait relancer son bijou familial. Mais comment s'y prendre face à un droit de veto ferme de son épouse?
ça me prend parfois comme ça dans les pleurs, Je pleure, je pense à ma femme, je pense à mes enfants qui sont aujourd'hui en train de souffrir. Voilà la première fois qu'on a tenté même de faire l'amour. C'est ça. Que quelque chose m'a piqué au pied. Veut dire que si je faisais cet amour le jour-là, c'est que je suis mon frère. Qu'est-ce qui va encore me donner le courage de faire encore l'amour avec ce pareille femme? Papa Douala vit aujourd'hui des regrets. Regret de la disparition de sa toute première épouse, la mère de ses enfants, précipitée dans l'au-delà par une mort lâche. Il est aujourd'hui inquiet pour l'avenir et le devenir de ses enfants. À 54 ans, il demeure nostalgique de ses prouesses d'antan. La solution pour moi est qu'on se sépare, on divorce. Et si on divorce, oui, mon troisième... C'est assez douloureux de vivre, d'écouter de telles histoires, mais hélas. Et comme je vous l'indiquais en tout début de cette émission, la question doit être abordée sous 3 dimensions. Une dimension psychologique, une dimension juridique et une dimension socio-anthropologique. Et c'est bien sur la base de ces éléments que nous avons élaboré le casting des experts ce soir qui sont sur le plateau. Et je m'en vais tout de suite leur donner la parole. D'abord, la seule dame qui est en plateau ce soir avec nous, le docteur Yvette Balana Tobi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes spécialiste des littératures et civilisations africaines, enseignante à l'université de Douala. Alors, comment vous réagissez au récit de ce papa? Il y a d'abord, il y a beaucoup de choses dans ce récit. Il y a beaucoup trop de choses. Si on fait une étude de texte, il y a déjà des questions d'incompatibilité dans son couple, le problème des croyances, parce qu'il croit effectivement que c'est sa femme qui est à l'origine de son asthénie, si on peut dire, sexuelle. Il y a, je crois que je vais commencer plutôt par admirer le courage de ce monsieur. C'est des choses qui arrivent dans les couples. Mais comme nous sommes dans des civilisations où l'image, le stéréotype masculin, c'est celui de l'homme fort, puissant. Donc beaucoup d'hommes ne viendraient pas ici sur un plateau de télévision dire qu'ils souffrent surtout sur ce plan sexuel dans leur couple. Mais en réalité, dans nos traditions, les hommes se plaignent. C'est pour ça que je m'interroge, comment est-ce que tout au long de son récit, on n'a pas entendu la famille? Parce que dans nos traditions, les familles se réunissent pour régler ces questions sexuelles. Nous en parlerons tout au long de l'émission, docteur Balana. C'est d'ailleurs ce qui vaut votre présence sur ce plateau. Maître Minou Sterling, bonsoir. Oui, bonsoir Eric. Vous êtes avocat. Alors merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau ce soir. Je vous en prie. Alors comment vous réagissez à ce récit? D'abord en tant qu'homme. Bon, en tant qu'homme, c'est une situation assez difficile. Bon, en tant qu'avocat, juriste, je reste froid et il y a beaucoup de choses à dire, mais de manière schématique, je peux dire qu'on peut commencer par rechercher comment lui apporter une solution en déterminant quelles sont éventuellement les causes du divorce dans son cas, savoir également qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la procédure pour qu'il n'ait pas obtenu le divorce à deux côtés, comme il a dit, mais et pour finir, quel peut être le coût de la procédure? Et quand j'entends parler de 500 000, c'est un chiffre faramineux et qui serait même un chiffre qui lui aurait été donné par un juge. Je suis un peu inquiet, je ne peux pas dire plus. Très bien. Alors, docteur Ehoro Djengwe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien. Alors, vous avez écouté attentivement le récit de ce papa. Quelle est votre réaction? D'abord, bonsoir aux compagnons. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que nous sommes devant un drame. C'est un drame parce que, au-delà de la question de la sexualité, qui paraît un peu anecdotique et qui pourrait faire sourire à certains égards, il y a une véritable tragédie
la tragédie dans la vie d'un homme qui, au niveau de son identité même, en vient à se questionner si finalement la fonction sexuelle n'opère pas, mais qu'est-ce qui reste de lui en tant qu'homme? Donc il y a une question d'identité là-bas. Mais si on devait s'attarder sur le problème tel qu'il l'exprime en écoutant juste le récit qu'il offre, il y a d'abord un drame initial, c'est les antécédents, c'est un traumatisme. C'est-à-dire que la perte de son épouse, mais dans une circonstance comme l'accouchement des jumeaux. C'est un événement heureux, et cet événement heureux est subitement, n'est-ce pas, battu en brèche, comme un tsunami qui vient comme interdire l'explosion de joie. Ça, c'est une première chose. Bien sûr, il y a un travail peut-être de deuil qui s'est fait et une récupération de sa vie à travers une amoureuse. Mais on voit bien que c'est au moment où il scelle une nouvelle union avec une épouse qui va devenir symboliquement la remplaçante de la première, que une forme d'impotence s'installe. Et il y a, pour bien souligner les choses, une recherche sur le plan étiologique de la cause de ceci. Et les bilans médicaux qui ont été faits, on voit bien qu'il n'y a pas de pathologie organique, n'est-ce pas? Donc s'il n'y a pas de pathologie organique, et on voit que ça s'installe dans un contexte émotionnel relativement perturbé, on va tout simplement, au niveau de l'étiologie, chercher une cause psychologique. Mais dans le fonctionnement, Eric, dans le fonctionnement, le diagnostic ici, rapidement, va être un diagnostic de trouble de la fonction sexuelle et en particulier de la fonction érectile. Très bien. Nous allons développer cet aspect dans une poignée de secondes. Yoro Djengwe. Alors, Gabriel Eka Ouna, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous défendez les droits des hommes victimes de violences, parfois conjugales. Alors, comment vous réagissez aux témoignages, aux récits de ces papas que vous avez écoutés ce soir? Je considère ça comme un témoignage dramatique, bien que régulièrement je vis ça à Douala et à Yaoundé. C'est des choses qu'on vit régulièrement et nous passons le temps à le décrier dans les radios et les télévisions. Que l'homme souffre et la cause réelle, c'est la non prise en compte des droits de l'homme avec petit h. À ce niveau, vous voyez, un monsieur comme celui-ci ne peut pas obtenir rapidement un divorce parce qu'il y a des lois qui encadrent et qui cadrent bien la situation de la femme, qui protègent la femme. Nous voyons en son récit, comme le dit tout de suite docteur psychologue, un problème de psychologie. Tout vient de la tête. Le fonctionnement du sexe vient d'abord de l'état de santé morale de l'homme. Mais pour vous qui travaillez régulièrement avec des hommes qui vivent la même situation, pour vous, quelle peut être l'influence de la femme, de l'épouse? Il y a beaucoup de types d'influence au niveau du foyer de l'homme. Vous voyez, un chercheur avait déclaré que la tête d'un homme a une cellule qui fait deux fonctions en même temps, alors que la tête de l'homme en a deux, une qui réfléchit et l'autre qui bavarde. Alors, vous voyez, dans une maison, si une femme passe le temps à bavarder régulièrement, elle tape sur les enfants, elle crie quand tu entres, il n'y a pas moyen de te reposer. Dans la chambre même, tu attends par exemple un taximan, je crois qu'il est taximan, il a besoin d'être massé parce que le corps se repose au niveau de la colonne vertébrale toute une journée, en train de conduire. Quand il revient, tu as une femme, au moins cet amour-là veut que la femme te reçoive et te dise, chérie, ton dos là, c'est comment? Tu te sens bien? Elle pose au moins la main dessus. Et ça, c'est tout ça qui amène l'homme à pouvoir vibrer. S'il n'y a pas tout ça, je dis, comme je le répète, l'homme ne peut pas être turgescent. Il n'y aura rien.
Très bien. Alors, nous avons là fait le tour, le premier tour de table avec nos experts qui sont en plateau. Alors, tout de suite, je vous invite à nous suivre dans cette première phase d'analyse qui concerne essentiellement le diagnostic. À ce sujet, je vous donne la parole, Dr Eroro Diengwe. Il a dit avoir été consulté par des spécialistes, pour être précis, un neurologue, voire même deux dans nos échanges précédents, mais aucune pathologie n'a été dépistée. Alors, qu'est-ce qui explique d'abord son état psychologique et mental? Bien, Eric, je vais rebondir sur les propos de mes prédécesseurs au micro, là, pour dire derrière Dr Balana que c'est un problème fréquent. Les études le démontrent sur les bases de l'OMS que ça concerne à peu près 10% des hommes, les troubles de la fonction érectile ou les troubles de la fonction sexuelle. Et sous différentes formes plus ou moins pathologiques, ça peut aller jusqu'à 63% chez la femme. Donc chez la femme, c'est encore plus fréquent et ça concerne en particulier les troubles ou les difficultés pour atteindre l'orgasme. Il y a d'autres formes un peu plus larvées. Donc sur ce plan un peu épidémiologique, c'est donc quelque chose de courant, mais c'est tabou. Là, on a le sentiment que dans bien de couples, voilà, donc ça arrive assez souvent. Calvaire. Voilà, ça arrive assez souvent, mais c'est des choses qui sont assez ponctuelles et qui peuvent fluctuer. Donc c'est le cycle en fait de la vie sexuelle qui va fluctuer à la faveur de situations plus ou moins éprouvantes ou stressantes. Mais la qualité de la relation sexuelle, elle aussi, n'est-ce pas, va être impactée. Donc c'est assez fréquent. Maintenant, il y a des troubles de la fonction sexuelle qui sont d'origine organique. Et c'est la première idée d'aller consulter, n'est-ce pas, les spécialistes de pathologie organique. Et en l'occurrence ici, les urologues qui ont examiné, n'est-ce pas, le sujet et n'ont détecté aucune pathologie. Et pourtant, sur le plan fonctionnel, on a beau constater l'absence d'une pathologie organique et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est là maintenant qu'on va aller dans l'autre registre, qui est le registre psychologique. Et on connaît, sur le plan psychologique, l'articulation entre différents types d'états ou de situations et leurs conséquences dans la vie sexuelle. Ici, on voit bien que le sujet, je l'ai dit tout à l'heure, il a vécu un traumatisme initial. Et la rencontre avec son épouse actuelle, mais tant qu'il ne s'agissait que de sexualité, d'amour, de sexe pour la performance, vous parliez de performance tout à l'heure, mais apparemment tout se passait bien. Mais chemin faisant, ça a commencé à se décliner jusqu'au jour où un acte très fort, symboliquement parlant, est posé. Donc c'est comme une réactivation d'un traumatisme. Ça veut dire qu'il prend pour épouse une femme qui va remplacer sa femme. Ça, c'est la chose qu'il faut souligner parce que psychologiquement, c'est fort. Ça vient entretenir un traumatisme. Une fois que les troubles érectiles se sont installés, il y a la réaction de l'épouse. La réaction de l'épouse semble ne pas l'aider, n'est-ce pas, à surmonter et à affronter la difficulté. Ensuite, il va interpréter d'autres incidents dans le couple comme étant une manigance, n'est-ce pas, de l'épouse contre lui. Là, ça devient une surtraumatisation. Ça veut dire qu'il y a une succession de traumatismes. Très bien. Alors, à vous écouter, finalement, la situation est bien préoccupante dans bien de couples sous les tropiques, au Cameroun, en Afrique, 10% chez les hommes, près de 60% chez les femmes. Mais docteur Balana, finalement, on a le sentiment que dans bien de couples, on vit le calvaire. Bien sûr, nous avons parlé de drame. Et je vais continuer là où le docteur s'est arrêté, parce qu'il a dit le monsieur a subi un traumatisme, un premier, la perte de son épouse.
la naissance des jumeaux, et puis il se met dans une relation, c'est une relation physique. Et lorsqu'il épouse la seconde femme, cette amante, il quitte d'une situation assez, je dirais, physique pour entrer dans un espace de stress. Nous sommes dans l'espace du couple, c'est un espace de stress. Il faut aussi regarder la catégorie sociale du monsieur. Il a relevé tout à l'heure le métier que ce monsieur exerce. Pourquoi je commence là? Parce que le rôle de la femme devient maintenant essentiel. On a dit c'est des moments que des couples vivent. Ils ne viennent pas peut-être le dire en public. On le règle à l'intérieur des familles. Il y a des familles qui règlent ces questions-là. Et qui peuvent, et c'est le drame de nos sociétés maintenant dites modernes, qui peuvent amener la femme à jouer son rôle, même si nous détestons aujourd'hui ce rôle dit traditionnel, à jouer un rôle pour permettre à son époux de retrouver ses fonctions, puisque le problème n'est pas organique. Le mal n'est pas organique, il est là, dans la tête. Et lorsque le mal est dans la tête, on retrouve la problématique soulevée tout à l'heure par monsieur qui défend les hommes. Il est important d'insister sur cette problématique-là, qui est complètement, comment je dirais, oubliée lorsqu'on parle des revendications féminines, qui sont assises sur une idéologie, idéologie féministe, développées dans d'autres contextes civilisationnels, qui sont arrivés ici, oubliant que la femme, dans la tradition africaine, est une autorité morale redoutée. Et cette autorité morale ne s'est pas atténuée avec le modernisme. On peut revendiquer beaucoup de choses dans la sphère publique, mais dans la sphère privée, la femme continue à être un oppresseur. Mais que la réalité, je dis la réalité sociale ne met pas en avant, parce qu'il faut garder l'image de l'homme fort. En réalité, la femme est une dominatrice ou alors une actrice de violence dans la sphère privée, que nous soyons en ville ou au village. Maintenant, il faut serrer peut-être les espaces pour mesurer cette dimension oppressive de la femme qui reste complètement, comment je dirais, tabou, tabou. Parce qu'aujourd'hui, on verra pourquoi, aujourd'hui c'est les revendications des femmes, les questions d'égalité, de parité, et cet aspect-là est complètement relégué aux oubliettes, ou tue, parce que relégué aux oubliettes, les couples le vivent tout le temps avec des familles comme médiatrices. Très bien. Alors, Maître Menou, dites-nous, les arguments qui sont développés par vos copanistes sur ce plateau peuvent-ils contribuer à déchaîner ce papa? Il a absolument besoin d'obtenir un divorce. Bien, le mariage est une institution qui pose les conditions pour être contracté, mais qui également déjà comporte les éléments pour s'en défaire. S'il faut revenir au cas de notre papa, les causes du divorce, on peut les examiner dans ce qu'il nous a dit. Pour lui au départ, enfin pour l'essentiel de son propos, c'est que il veut divorcer parce qu'il n'arrive plus à consommer le mariage. Et si sur le plan médical on peut appeler ce qu'il m'a décrit comme une impuissance sexuelle, la question qui va se poser, est-ce que l'impuissance sexuelle peut être une cause de divorce au Cameroun? C'est un très vaste débat. Une panne sexuelle. Bon, est-ce que c'est une panne? Parce qu'il a dit que même dehors, ça ne marche pas. C'est une panne, ça c'est chronique, on est dans la chronicité. Alors, donc ça, bon, peu m'importe. En tout cas, ce n'est pas sur le terrain de l'impuissance ou de la panne sexuelle que son divorce peut facilement prospérer. En examinant ce qu'il a dit... Le mariage doit être consommé. Oui, j'y arrive. Donc, lui, il a presque comme obsession de divorcer parce qu'il n'arrive plus à consommer son mariage. Mais ce ne sera donc pas l'élément, l'argument ne sera pas de dire « je suis sexuellement impuissant ». Cette cause de divorce risque de ne pas être avantageuse pour lui. Par contre, quand on examine le comportement de son épouse tel qu'il a décrite,
Il a donné un cas très précis. Un soir à 1h44, il a surpris cette dame avec un certain monsieur. Il peut donc, sur cette piste-là, retrouver des éléments qui lui permettent de caractériser ce qu'on appelle en droit l'adultère de sa femme, parce qu'elle ne doit pas avoir des rapports avec autrui que son mari. S'il parvient à trouver la preuve de l'adultère, il peut obtenir très facilement son divorce. Donc ça, c'est une des causes possibles en dehors de ne pas consommer le mariage. Il y a beaucoup d'autres causes. Il peut même retrouver dans le comportement de sa femme ce qu'on peut appeler un comportement injurieux. L'essentiel pour rester sur le terrain du droit civil pur, c'est de démontrer qu'il s'agit des excès ou des sévices qui rendent intolérable le maintien du mariage. C'est ce que vous devez apporter au juge. C'est vous qui visez les faits, il faut que vous puissiez démontrer au juge que ce que l'autre vous a fait n'arrive plus à vous permettre de rester dans son mariage. Alors, il faut apporter les preuves, il faut apporter les éléments. Mais là, à un moment, il y a quelque chose qu'il a dit qu'il faut quand même relever tout de suite, c'est qu'il aurait, avec sa femme, décidé de divorcer. Donc, ils étaient d'accord sur le divorce. Mais il faut sur ce point déjà désillusionner tout le monde qui suit l'émission, c'est qu'au Cameroun, on ne divorce pas par consentement mutuel. Le divorce au Cameroun, c'est un divorce pour faute. Vous ne pouvez pas vous entendre avec votre conjoint pour vous dire, on va devant le juge pour dire, monsieur le juge, on ne veut plus être marié, on va divorcer. Non, vous devez rapporter des griefs à l'encontre de votre conjoint devant le juge pour qu'il prenne en considération ces éléments, tout en ayant à l'esprit que vous devez démontrer que ces griefs-là rendent intolérable le maintien du lien matrimonial. Mais maître, Voilà. sauf que là, on est en situation de consommation impossible du mariage. Oui, ça rentre également les obligations du mariage, c'est de consommer le mariage. Je suis d'accord, mais il faudra donc amener comme élément... Être consommé. Oui, le défaut de consommation du mariage, effectivement, c'est... Il y a des obligations, vous n'emplissez plus. Mais le juge peut faire le constat et... Bon, maintenant, c'est c'est donc à vous de démontrer que le mariage n'est plus consommé. Le juge attend des preuves. Mais C'est à vous de il a le des prouver. éléments, il a dit... Qu'il est soumis dans la possession du juge. Moi, je ne peux que ramener les éléments de droit. Maintenant, ce qui concerne la décision, c'est le juge qui doit, au vu des éléments qu'on lui avait apportés, avoir la conviction que vous dites la vérité. Voilà. Donc, il ne faut pas seulement dire que oui, telle chose arrive, mais apporter encore des preuves, articuler cela juridiquement pour que le juge puisse accéder à votre demande. Alors, monsieur Eka, vous qui suivez régulièrement des cas similaires dans les couloirs des tribunaux à travers le Cameroun, sur ce cas précis, quelle est votre analyse, votre appréciation dans cette procédure de divorce? Est-ce que sur cette voie-là, les hommes sont eux aussi parfois victimes de déséquilibre, victimes de désavantages? Vous voyez, je parlerai des cas vécus, qui sont d'ailleurs, que je suis tous ces derniers temps dans les tribunaux à Yaoundé et à Douala. Imaginez un couple on n'imagine même pas. Voilà un couple qui vit pratiquement depuis 23 ans, mais ils sont mariés depuis 8 ans. La femme estime que elle peut déjà aller s'amuser ailleurs. Elle a choisi, elle dit que le mari n'est plus la qualité d'homme. Parce qu'elle a dû se marier depuis 8 ans et elle est partie de sa famille, je crois, à l'âge de 21 ans. Bon, à un certain âge, les femmes veulent quitter les anciens maris pour reprendre les nouveaux hommes. Et cela va dans la tranche de 23 à 45 ans. Si l'on veut avoir une bonne femme, il vaudrait mieux prendre une femme de 40 à 45 ans. Malheureusement, on va faire moins d'enfants. Non, je ne comprends pas très bien cet aspect-là. Les femmes que l'on prend à 17 ans, 18 ans, 19 ans, là, 20 ans, veulent faire relativement 15 ans de mariage à 20 ans, mais après ça, elles veulent refaire la vie. Sauf que ces femmes-là ne veulent pas quitter la maison dans laquelle ils ont eu à fructifier certains biens. Et ça complique tous les problèmes. Le démon du midi, peut-être. Hein? Tous les problèmes. Vous imaginez, en Dokoti, le mois dernier, il y a eu près de 58 demandes de divorce. À Yaoundé, j'ai essayé d'enquêter, je n'ai pas pu obtenir l'élément. Alors, où est-ce que l'homme peut trouver sa, je peux dire quoi, sa liberté de pouvoir jouir de la vie où, je crois que je l'ai toujours dit, ce n'est qu'en polygamie. Il serait mieux qu'on libéralise, on essaye de nous radier cet élément de monogamie, ou encore qu'on permette que les divorces se fassent à la mairie, là où on a pu obtenir le mariage. Parce que
Tout le monde a des problèmes. Les divorces sont bloqués dans les juridictions. Il faut payer des avocats. Il faut encore renégocier. Il l'a dit tout de suite. C'est pire ailleurs. Vous imaginez que la maison est même déjà mise en... On dit, non, votre maison là ne peut même pas coûter 500 000. Alors, vous croyez que quel homme va donc pouvoir divorcer? Ailleurs encore, il y a d'autres cas où quelqu'un prend la charge de sa femme entièrement. Hein? Une femme, dès qu'elle a atteint 48 ans, elle estime que l'homme n'est plus rien. Et le jour qu'on obtient le mari, le téléphone sonne, elle trouve quelques images dans le téléphone. Il lui dit, mais ma chérie, ça c'est encore quoi? La femme dit, mais tu me poses des questions, est-ce que à ton âge là tu dois encore me contrôler? Et la dame dit, comme tu as posé cette question, moi je m'en vais. Elle a effectivement porté ces choses et elle est partie. Très bien, ça on l'a écouté. Alors de votre récit, à partir de ces exemples, on peut tout de même s'appesantir sur des aspects clés. Docteur Herrero, il pose un problème qui est réel dans la société camerounaise, voire africaine. D'abord un aspect, pourquoi à un certain âge les femmes veulent expérimenter de nouvelles aventures dans les couples, tel qu'il le dit. Comment ça s'explique? Bon, commençons par les femmes. C'est d'abord les femmes. Parce que les hommes n'ont pas l'habitude de demander le divorce. Problème, nous les recevons au quotidien régulièrement, elles se confient à nous, monsieur ne répond plus, il n'est plus assez... Voilà, c'est un discours qui revient régulièrement. Bien, j'ai deux ordres de préoccupation. Ben, le premier niveau, j'aimerais qu'on y revienne, même si ce n'est pas tout de suite, c'est comprendre le problème de fond et situer son besoin actuel de divorcer en aval, n'est-ce pas, des choses, parce que c'est une conséquence du problème de fond. Maintenant, pour répondre à cette question, ben, il faut comprendre aussi que nous sommes tous des animaux, des mammifères, on n'est pas différents des chats, des chevaux, des chiens, des buffles, de tout ça, donc on est des mammifères. Et puis, originellement, ben, le sexe a pour unique et principale fonction la reproduction. La reproduction, c'est-à-dire ben, engendrer une descendance, une progéniture. C'est ça la fonction biologique du sexe. C'est d'ailleurs pour ça que chez les animaux, ben, la copulation, ça se fait par saison, n'est-ce pas? On appelle ça la période de rude, c'est-à-dire qu'il y a une période où il y a une activité sexuelle qui foisonne, et passé cette période, ben, tout est en berne parce qu'on s'occupe de la progéniture jusqu'à la prochaine saison. Et donc ça, dans la vie traditionnelle aussi, même en Afrique, dans les ménages, les foyers, les familles, on voyait bien comment les papas avaient partagé la chambre ou bien la couche avec la maman pendant une période, et après, ces chambres séparées, il y a déjà un ventre, il y a un bébé, et quand le bébé grandit déjà, il y a les dents qui poussent, on les revoit ensemble. Donc ça, c'était le schéma traditionnel, le sexe au service de la procréation, n'est-ce pas? Mais ce que nous avons appelé peut-être la vie moderne, etc., fait que désormais, on envisage la sexualité en dehors de la reproduction. Du coup, parce que c'est en dehors de la reproduction, ça devient quelque chose de quotidien. Quelque chose de quotidien, et c'est une expérience dont on tire une satisfaction différente de la satisfaction qu'on a au moment de la naissance d'un enfant. On s'émeut, et puis on est heureux pendant quelques mois ou quelques années, jusqu'à la prochaine naissance. Or, avec la sexualité sans procréation, ben, la satisfaction peut être quotidienne. Et parce qu'on a un contact avec ce plaisir-là, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de barrière, ça déclenche maintenant un phénomène un peu addictif. C'est comme une drogue, on en est dépendant. Et quand il y a un sevrage, une rupture, comme c'est le cas, n'est-ce pas, pour notre sujet, ben, c'est la détresse absolue. La détresse, c'est quoi? Il a déjà 6 enfants, la dame a un enfant, donc ils ne sont plus à la recherche de la progéniture. Et pourtant, c'est une véritable tragédie qu'il vit. Donc la sexualité, finalement, c'est un besoin qui devient un besoin vital, parce que c'est ça qui entretient la saveur, la joie de vivre, l'identité même de l'homme ou de la femme va se valider en tant qu'il est capable d'offrir, de recevoir, n'est-ce pas, ce plaisir. Alors, ça, juste une question de relance, oui. Docteur. Et là, j'aimerais avoir également votre avis sur la question, docteur Balana. Est-ce que l'âge de cette deuxième épouse
pour le cas, le sujet dont nous parlons, est-ce que l'âge de cette deuxième épouse n'est pas pour beaucoup? Une jeune fille de 25, bon, disons 20-25 ans, aurait-elle eu la même posture, la même attitude? Je crois que les antécédents sont là. C'est la fille qui se plaignait avant, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en termes d'endurance et de performance, ben, l'âge, n'est-ce pas, de son conjoint ou de son partenaire ne le mettait pas en difficulté. C'était peut-être l'inverse. Elle a beau être plus jeune, c'est elle qui n'assurait pas. Donc maintenant, ça a évolué. La contre-performance, si on le prend, n'est-ce pas, sur ce plan strictement physique, quand elle s'installe, ben, dans tout couple, indépendamment de l'âge, il y a, avec l'habitude, la dépendance au plaisir sexuel, ben, le sevrage fait qu'on est à la recherche, n'est-ce pas, quelque chose qu'on a perdu. Et quand ça s'avère impossible, là où notre périmètre nous donne accès direct, ben, on va développer maintenant des stratégies qui vont être des stratégies de transgression. C'est ce qui se passe avec les toxicomanes dans les addictions. Ça veut dire qu'on va transgresser pour avoir accès aux produits dont on est devenu dépendant, quel que soit l'âge. Ok, alors, docteur Balana. Oui. Moi, je vais juste un peu, je souscris à ce que dit mon collègue. Je veux juste essayer de relativiser et de situer. Il a dit que la relation sexuelle, encore que la sexualité, ce n'est pas la relation sexuelle telle que vous la décrivez avec les termes de performance, etc. Mais il dit que, j'aimerais qu'il précise, parce que c'est peut-être une idée reçue dans nos traditions, la sexualité dans le couple traditionnel avait ce but de la procréation. Mais quand le monsieur, sa femme est enceinte, est-ce qu'il n'a pas de relation sexuelle? Il a une relation sexuelle ailleurs qui assouvit ce besoin. Pas toujours, hein, docteur. La polygamie permettait ça. La polygamie, par exemple, quand je dis ailleurs, ce n'est pas parce que je vais jeter l'anathème sur les hommes. La polygamie permettait, par exemple, que quand l'une est enceinte, hein, quand l'une est enceinte, l'autre est disponible. Ouais. Et même quand les deux sont enceintes, il y a une troisième. La grossesse était une disponibilité. Ce n'est pas à ce niveau que se trouve le débat. Je voudrais dire que c'est des idées reçues sur vraiment le rapport que nos ancêtres avaient avec la sexualité. Dans le couple, la sexualité avait pour but la procréation. C'était cela. Mais hors du couple, il y a eu des relations sexuelles addictives hors des couples, dans des relations amoureuses épanouies en Afrique. Dans les espaces même mystiques, la sexualité n'a pas pour but ce rôle-là. Maintenant, la notion de couple a connu des mutations. Parce que dans la tradition, on se marie pour unir deux clans. Or, dans les villes, puisque le monsieur, nous étudions le cas aujourd'hui en ville, vous vous rencontrez, vous êtes attiré, un individu attiré par un autre, et vous vous mettez ensemble. Donc ce n'est pas des intérêts du clan, ce n'est pas des intérêts communautaires. Okay. Donc à la base, j'aimerais terminer, à la base, c'est que vous voulez vous mettre ensemble. Et lorsque il y a problème au niveau de cette dimension très importante de la relation du couple, quel que soit le partenaire, c'est une tragédie. Et c'est pour cela que de plus en plus, les femmes qui se sont mariées à 17 ans, à 16 ans, qui étaient dans la relation de couple avec leur mari seulement dans le but de la procréation. Peut-être on reviendra là-dessus, et qui continue à causer un problème aujourd'hui dans la relation de couple, parce que la femme, les plus jeunes même, hein, c'est une de vos collègues dernièrement qui interviewait des dames dans des Bayamsé là, mais qui leur demandait, mais comment tu t'occupes de ton mari le soir quand il arrive, est-ce que tu as encore la force? Mais moi, je regardais cette émission chez moi, j'ai dit, mais est-ce qu'elle n'a pas envie de se retrouver avec son mari? Donc, c'est resté comme ça dans nos imaginaires féminins, comme si c'est l'homme qui a envie de faire l'amour et pas la femme. C'est un problème très important dans les couples dits modernes aujourd'hui. L'homme a envie d'être pris à charge. Elle n'a pas envie, non. Ce n'est pas ça la question. La question de votre collègue devait être que quand tu reviens le soir, est-ce que tu as encore vraiment le plaisir de retrouver ton mari? Ça, c'est un changement, si on peut parler de paradigme, important pour apaiser les problèmes. Alors, sur la question relative à l'âge de la femme, peut-être l'influence de cette dame dans le drame que vit notre sujet de ce soir. Est-ce que vous aurez pu, ou est-ce que vous recommanderez à un homme de cet âge de prendre pour épouse
une femme du même âge ou alors une jeune fille de 25-30 ans. Ça aurait pu peut-être... La femme est plus jeune parce qu'on ne l'a pas vue... Non, elle est âgée sensiblement le même âge. Ils sont de la même génération. La femme la plus jeune, ça ne résout pas le problème. Beaucoup de couples souffrent de cette situation-là. Ce n'est pas parce qu'elle aurait été plus jeune, plus ouverte à la sexualité que ça aurait réglé le problème. Peut-être même encore, ça aurait créé d'autres problèmes. Non, ce n'est pas le problème de l'âge. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, la relation sexuelle, ce n'est pas l'acte sexuel. Et les gens qui vivent dans les villes seraient surpris d'arriver dans nos villages, de trouver un couple de personnes âgées de 50 et de 60 ans. Se tenant, le monsieur a posé la main sur la cuisse de sa femme et la femme a posé sur la sienne et ils se regardent. Dans le village, les oiseaux chantent, ils passent, le stress de la ville n'y est pas. Les problèmes liés à la question de la sexualité telle que nous l'abordons aujourd'hui sont moindres. Parce qu'il faut regarder ce problème du stress dans le couple, du stress en ville et même de la question des imaginaires. La femme qui est venue en ville à 17 ans, qui a épousé son mari parce qu'il fallait peut-être, il est allé la prendre au village parce que leurs familles se connaissent. Quand elle arrive ici, elle attend son mari. La relation sexuelle est un devoir. Et c'est là le mot de devoir conjugal qui est un problème grave pour les couples modernes aujourd'hui. Parce que c'est un devoir. Vous ne faites pas un devoir en étant content. Hein? Et lorsque vous avez donc rempli le devoir conjugal en faisant des enfants, eh bien vient maintenant le moment, et surtout à la quarantaine, 45 ans, de pouvoir prendre du plaisir, d'où cette demande de divorce en cascade, dont les mutations sociales ont une importance, ont une très grande importance dans l'analyse de cette question. Nos sociétés ont changé. Paradigme. Oui. Très bien. Alors, Maître Minou Sterling, notre sujet, il faut le rappeler, est inquiet. En cas de divorce, que deviendront ses biens? Il a acquis son terrain, il a construit, il y a érigé une maison que vous avez vu en image dans le reportage. Il est père de 6 enfants. Alors, en cas de divorce, comment va s'opérer la répartition? L'épouse qui le trouve avec un domicile déjà érigé, une maison construite, pourra-t-elle bénéficier ou en bénéficier? Bien, il faut déjà poser les règles qui gouvernent la communauté entre époux. Quand je suppose que dans leur cas, ils n'ont pas choisi un régime matrimonial à la base de l'union, qu'ils ont simplement passé devant le maire et qu'ils n'ont pas choisi ce qui devait régir les biens au cours de leur vie conjugale. Dans ce cas-là, avec communauté. Oui, ça c'est le système matrimonial. Le régime matrimonial concerne les biens. En ce qui concerne l'option monogamique ou polygamique, nous sommes dans le système matrimonial. Donc pour le régime matrimonial, il s'agit du régime qui va gouverner les biens. Dans leur cas, et comme la plupart des couples au Cameroun, ils n'ont pas choisi, et la loi dit en l'absence de choix, on applique ce qu'on appelle le régime légal de la communauté des biens meubles et acquis. Dans ce régime-là, les biens qui rentrent dans la communauté sont ceux que les conjoints vont acquérir au cours ou après le mariage. Pour appliquer cela au cas de notre papa, les biens qu'il a eus avant de contracter le mariage avec cette épouse ne vont pas rentrer dans la communauté à liquider en cas de divorce avec cette épouse-là. Concrètement, si cette maison, il a eu avant de l'épouser, lorsqu'on va prononcer le divorce et ordonner la liquidation de la communauté, dans cette communauté, cette maison ne va pas y rentrer. Donc cette épouse n'aura aucun droit sur cette maison-là, concrètement. Donc elle partira de la maison avec ses bagages. Je n'ai pas dit qu'elle passait à la maison avec ses bagages. Il existe une société conjugale. S'ils ont acquis des biens, après ce mariage-là, on va ordonner la liquidation de la communauté et le principe veut que chacun prenne moitié. Mais elle est propriétaire d'un débit de boisson. Bon, comment on va s'opérer? Parce que c'est des questions... Bon, là, il s'agit d'un fonds de commerce. Il s'agit d'un fonds de commerce. Comment est-ce que ça va se liquider? Le notaire qui va être désigné pour la liquidation de la communauté va seulement prendre en compte les éléments qui permettent de pouvoir remettre à chacun des deux une moitié des biens. Le fonds de commerce a une valeur. Si ça coûte 1000 francs avec l'évaluation qu'on peut en faire, chacun aura droit à 500 francs. Parce que ce n'est pas toujours matériel. Quelquefois, c'est l'équivalent en numéraire qu'on en donne à l'autre. Ce n'est pas toujours dès qu'on va couper. Par exemple, si c'est un écran de télé que vous avez uniquement combien, on ne va pas le fendre en deux. Ça ne sert à rien.
Par contre, si ça coûte 1000 francs, l'écran de télévision, on va dire, ok, comme ça coûte 1000 francs, chacun doit avoir droit à sa contrebalance de 500 francs. Si l'autre a 500 francs, ils remettent à celui qui veut garder le téléviseur, voilà. Enfin, celui qui veut de l'argent et puis égal le téléviseur. Voilà concrètement comment ça se passe. Sinon, pour aller un peu plus loin, en tout cas, les règles qu'il faut rappeler, c'est que lorsqu'il n'y a pas le choix de régime matrimonial, on n'a plus le régime légal au Cameroun, qui est le régime de la communauté des biens meublés acquis, et ce sont les biens que vous aurez acquis ensemble après le mariage. Et lorsqu'on fait le partage, la loi veut que ce soit moitié pour chacun. Ça, c'est le couple monogamique. Très bien. Maintenant, le couple polygamique, là, il y a tout un autre débat, parce qu'il n'y a pas de loi qui gouverne cette liquidation-là. Ce sont des questions pratiques et chaque notaire a sa technique pour réussir à départager. Alors, je ne voudrais pas être apocalyptique, Oui. mais c'est un cas de figure, c'est une hypothèse. Oui. Admettons que notre sujet de ce soir, Oui. ce n'est pas mon souhait, mais il faut bien qu'on soit édifié Oui. sur la question, qu'ils viennent à rejoindre l'au-delà. Oui. Dans ce cas de figure, comment va s'opérer la gestion des biens en pareille circonstance, puisque l'épouse a rejoint le foyer alors que le monsieur avait précédemment contracté un mariage duquel étaient nés 6 enfants. Bien, pour aller un peu plus vite, le décès de sa précédente épouse devrait provoquer la liquidation de la communauté ayant existé entre lui et sa précédente épouse. C'est-à-dire, Si le bien qu'il a acquis, il a acquis pendant qu'il était marié avec celle qui est décédée, il va falloir qu'on saisisse le tribunal pour que le tribunal ordonne la liquidation de la communauté ayant existé entre lui et sa défunte épouse. Il y a une communauté qui existait entre eux, communauté de biens. Donc, on va partager, je suppose, si c'est cette seule maison qu'il y avait entre eux, qu'ils avaient, si cette maison vaut 1 million de francs, on va dire, ok, normalement, la femme qui est prédécédée aura droit à 500 000 francs et lui 500 000. Bon, comme elle est partie déjà, ce sont les enfants de cette maman qui viendront en représentation dans sa succession pour réclamer la part que la maman aurait dû avoir. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, les 500 000 francs en question devraient leur revenir d'abord. Donc, s'il décède, on va d'abord liquider cela. Ce qui fait qu'au jour où lui décède, il reste seulement avec 500 000 francs qui représentent la part qu'il a eue après la liquidation de la communauté qu'il a avec la précédente épouse. Donc, ce sont les 500 000 qui restent qu'on va devoir partager entre les enfants. Voilà comment ça devrait se passer. ok. Oui, je suis juste un peu gênée que ce soit le divorce soit au centre de cette question. Parce que le monsieur a un problème sexuel. Qu'il ce soit une panne passagère ou un problème chronique, nos sociétés ne réglaient pas cela comme cela. C'est-à-dire, quand vous lisez, il y a l'anthropologue et homme politique camerounais Charlie Gabriel Mbok qui a écrit un roman formidable là-dessus, Qu'enseigne le palmier. Quand cela arrivait dans nos sociétés, qu'est-ce qui se passait? Mais la famille se réunissait et d'abord, on sensibilisait la femme à la situation, que c'est une situation de vie comme a dit mon collègue, ce sont des situations de vie. Nous sommes trop puissants dans la vie moderne. On est des fragilités. Donc on peut être puissant tout à l'heure et impuissant demain. Ça arrive. Maintenant qu'on a sensibilisé la femme, surtout la femme, parce qu'on sait qu'elle a des besoins dans ce domaine-là et que si ces besoins ne sont pas assouvis aussi pour elle, il n'y a plus couple. Quand on a sensibilisé la femme, on demande au monsieur, avec sa permission, que ce soit quelqu'un de son clan qui puisse, à sa place, s'occuper de sa femme. Vous voyez que c'était des sociétés très visionnaires. Le divorce... Je ne voulais pas vous choquer, mais on a des cas encore aujourd'hui, ça existe. Voilà. Donc le divorce n'est pas... Ça existe où le monsieur accorde l'autorisation à un frère ou un ami. Oui, parce que... J'ai au moins 2 cas sur la Parce que ça a posé un problème grave. Sa femme arrive à 2 h du matin, à 3 h du matin, et il ouvre le portail, il la trouve dehors avec un voisin. Dans nos sociétés, ça se règle là. Et comme il dit, ça se fait là. C'est que la société aime moins ce que nous voyons que ce qui est tu. Mais nous aimons bien nous agripper à ce qu'on voit. Donc quand c'est réglé comme cela, il n'y a pas tout ce déballage. Et peut-être même à la faveur de la relation avec l'autre homme du clan, vous voyez, la femme épanouie peut revenir vivre une vie. Peut-être pas l'acte sexuel, mais à cet âge-là, une vie sexuelle. C'est-à-dire quoi? De la présence, de la tendresse,
Hein? Il faut peut-être qu'on sorte aussi les hommes de cette idée de la sexualité comme acte sexuel. C'est d'abord, la sexualité commence par la tendresse, hein, par un dialogue. Donc cette femme-là qui est déjà peut-être épanouie dans une relation permise par l'homme, ça c'est le roman de Charlie Gabriel, parce que c'est un anthropologue dont c'est fouillé avant d'écrire sa fiction. Donc cette femme-là peut gérer une vie de couple, parce que n'oublions pas que dans le cas de ce monsieur, il y a des enfants qui sont là, dont on doit prendre soin. Maintenant, quand il arrive au divorce, ouais, la société moderne avait ses problèmes, la corruption dans nos sociétés camerounaises, ouais, combien on demande à ce monsieur pour pouvoir lui accorder le divorce avec sa femme. Donc, moi, je prêche pour ma chapelle, là, vous voyez comment les deux sociétés, laquelle il faut évoquer le coup du divorce. Très bien. On va quand même évoquer le coup du divorce. Oui. Déjà, je vous dis, elle évoque tellement les problèmes de la tradition. Or, j'aimerais qu'elle parle au moins des conventions qui gouvernent actuellement les sociétés africaines ou alors... Oui. Parce que quand nous restons, on se cantonne seulement à parler de la tradition, on oublie qu'on a un peu comme l'épée de Damoclès posée sur la tête. La CEDEF, maître, pourrait peut-être nous parler de cette convention. Vous savez ce que ça réserve aux hommes. Et ça a été ratifié au Cameroun. Lorsque vous parlez, c'est comme si l'homme, lui, il n'a pas de soucis, alors qu'on a de véritables problèmes. Je suis avec vous, monsieur, peut-être. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il faut nous dire la vérité, parce que les hommes vont continuer de dormir sur l'oreiller à dire non, vous rassemblez la famille, alors on négocie avec l'homme. Non, il y a un véritable problème, c'est que des conventions ont été signées, par exemple la CEDEF, qui pénalise déjà l'homme et donne tous les pouvoirs à la femme. Alors, cette convention, qui n'a même pas été vulgarisée, hein, peut être exploitée à tous les niveaux par des juristes et sanctionner l'homme à tous les niveaux, parce que vous imaginez qu'il dit « je vais faire partir la femme ». Imaginez que ça tombe entre les mains d'un juriste, d'une femme juriste. Je n'ai pas dit qu'il fait partir la femme. Non, j'ai dit, bon, je suppose. Et ça donne des problèmes très sérieux. Alors, docteur Djangwe, je vous permets peut-être de faire un pas en arrière pour nous expliquer un peu ou nous aider à comprendre cette obsession à divorcer à tout prix. Notre sujet estime que c'est la solution pour relancer la machine. Bien. Bon, on peut commencer par dire que symboliquement, on a affaire à une double impuissance. La première impuissance, c'est celle que, de manière un peu triviale, n'est-ce pas, on constate dans son incapacité à réaliser un acte sexuel normal. La deuxième impuissance, c'est son incapacité à résoudre le problème de couple. Parce qu'il y a un problème de couple qui est majeur et qui est source de stress, d'angoisse, de colère, de rancœur. Et il n'a pas de levier efficace, n'est-ce pas, pour désamorcer ça. Du coup, la seule option, la seule fenêtre qui lui reste, c'est terminer, n'est-ce pas, cette relation dans l'espoir qu'en sortant, n'est-ce pas, de la relation, quelque chose de meilleur puisse s'offrir à lui. Ça, c'est hypothétique et a priori, on pourrait le lui souhaiter. Mais le problème est beaucoup plus grave que ça, parce que ça ne garantit même pas qu'une fois sorti de cette relation, il puisse recouvrer, n'est-ce pas, la fonctionnalité épanouissante d'une sexualité génitale. Et puis, je veux apprécier, derrière Dr Barana, la nuance qui est très importante qu'elle introduit entre l'acte sexuel, génital, et la sexualité. Il y a une sexualité qui est inhérente aux besoins de bien-être, de joie de vivre, de confort de tous les animaux. Et en ça, la capacité d'apprécier, n'est-ce pas, le plaisir n'est pas forcément en lien direct avec une entreprise ou une activité génitale, sexuelle. C'est pour ça qu'on peut aussi envisager une sexualité épanouissante chez des personnes qui, sur le plan anatomique, ont quelque chose d'irréversible et n'auront jamais la possibilité d'entreprendre une relation sexuelle. Ça, c'est très important. Donc, chez des personnes, par exemple, qui sont atteintes d'une pathologie organique, un diabète, etc., qui, par exemple, créent
une impotence, ou chez les drépanocytaires qui avec un priapisme par exemple, c'est une érection qui est pathologique, qui est grave et qui est à l'origine d'une impotence, mais ces personnes ne vont pas définitivement se résigner et renoncer à la sexualité, qui est donc la capacité à développer une relation de tendresse, de sensualité, qui crée le bonheur et la joie de vivre. Ça, c'est possible. Revenons donc à notre sujet. Double impotence. La deuxième que l'on trouve et qui est à l'origine de son besoin obsessionnel de divorcer, c'est la conséquence du premier problème. Et ce premier problème, c'est ça qui est la vraie maladie. Si on l'aidait à ce niveau-là, et une aide est tout à fait accessible, si on l'aidait là-bas, il pourrait reconsidérer la nécessité du divorce. Une aide de quelle nature? Qui reste un droit, n'est-ce pas? Le divorce est un droit. La nature de l'aide, docteur. Pour l'instant, ça s'impose à lui. Okay. Bien sûr, c'est une thérapie. D'accord. C'est une thérapie. Et donc, il y a un psychotraumatisme initial. Il y a une situation de stress qui est forte dans son couple. Et puis, il y a une surtraumatisation par ce que le maître a signalé comme étant l'adultère. C'est-à-dire que sur la base de son trouble érectile, ben, quelque chose qui aurait pu, et Dr Balana l'a signalé, se gérer un peu, n'est-ce pas, en famille, ben, se retrouve sur la place publique. C'est un peu comme s'il est émasculé, n'est-ce pas, socialement. Ça veut dire qu'on a tué sa masculinité aux yeux, n'est-ce pas, aux yeux de la société. Et ça, c'est un traumatisme supplémentaire. Donc, c'est quelqu'un qui, sur le plan psychologique, ben, accumule les traumas. Et rien que sur cette base, tout ce qui est stress, tout ce qui est douleur, tout ce qui est tristesse, contribue à tuer le désir sexuel et la capacité même à entreprendre ben, une relation sexuelle. Parce que l'activité sexuelle est gouvernée par le cerveau, vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis, il y a des hormones, des neurotransmetteurs qui s'activent et qui permettent qu'au niveau physiologique maintenant, l'érection, qui est juste une conséquence de ce qui se déclenche là psychologiquement, puisse se mettre en place. Très bien. Alors, Maître Minou Sterling, une question pour l'avocat que vous êtes. Comment désamorcer cette bombe dans ce coup? La réponse à votre question se trouve chez notre papa. Lui, il veut divorcer. Ça veut dire qu'il veut se défaire des liens du mariage. Pour divorcer, il faut qu'il apporte au juge les causes, les griefs qui permettent de prononcer le divorce. Dans son cas, je dis qu'il peut en avoir plusieurs. Le comportement de sa femme, dans lequel on peut trouver les griefs. Il peut avoir le comportement injurieux, comme même sur le plan traditionnel. En fait, il est déjà allé sur le terrain traditionnel en allant de coups de citron au premier degré. Je peux expliquer pourquoi le tribunal ne s'est pas prononcé. C'est parce que la loi au Cameroun conditionne la compétence du tribunal traditionnel par l'accord des deux parties. Il faut que les deux parties soient d'accord. En l'espèce, même si la dame a bien marqué son accord pour le divorce devant le juge, elle s'est fait représenter quelqu'un qui a eu de souffler, de dire qu'elle ne veut pas être jugée devant ce tribunal. D'où l'incompétence de ce tribunal. Par contre, il dit que l'affaire était amenée à Bounanjo. Qui c'est à Bounanjo? Ça veut dire qu'elle a saisi le tribunal de grande instance. Et si c'est elle qui a saisi le tribunal de grande instance, ça veut dire qu'elle-même, elle a un désir de divorcer. À partir de cet instant, il faut simplement qu'il suive la procédure et qu'il attende qu'on prononce le divorce. Par contre, si ce n'est pas fait, il lui reste encore cette possibilité de saisir le tribunal de grande instance pour avoir de requêtes, pour demander, pour solliciter le divorce. À ce niveau-là, le coût de la procédure, ce n'est pas 500 000 francs CFA. Arrêtons de dire n'importe quoi. Ce n'est pas 500 000 francs CFA. Il a dit ce qu'il a vécu. Non, attendez. Je suis en train de ramener donc les choses à la juste proportion. Voilà, ce n'est pas de 500 000 francs qu'il s'agit pour divorcer au Cameroun. Non. En tout cas, en ce qui concerne les frais de procédure, nous ne sommes pas à 500 000 francs. Oui, mais la procédure de divorce au Cameroun est un vrai calvaire. Ce n'est pas seulement au Cameroun, il faut avoir une explication à cela. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Quand on décide d'entrer dans le mariage est une institution. Avant d'y aller, il faut savoir que oui, vous trouvez des règles préétablies. C'est un chemin que vous empruntez. Et c'est un carcan dans lequel vous vous enfermez. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Les conditions pour se marier, vous les respectez. Les conditions pour divorcer, il faudra les respecter. Quand vous allez devant le tribunal de grande instance, le juge, le législateur, quand il a mis en place le mariage, c'était une institution sérieuse. Alors, le but, c'est que lorsque vous voulez divorcer, il faut qu'on tente de vous ramener
de vous convaincre de ne pas continuer la procédure. C'est pour ça qu'au niveau de la procédure devant le tribunal de grande instance, on l'appelle la tentative de conciliation, qui est une phase obligatoire avant d'aller au fond demander le divorce. Cette phase-là, dans le texte au Cameroun, peut durer à la guise du juge conciliateur. Son but, c'est de vous dire, ne divorcez pas, essayez encore de sauver les meubles. Voilà pourquoi quelquefois on a l'impression que c'est un peu long, mais il faut savoir que le but, c'est de vous dire, ne divorcez pas, essayez encore de sauver les meubles, ce qui est tout à fait normal quand on s'est marié. Ok. Vous savez, ce qu'il dit là crée beaucoup de décès des hommes par les AVC. Je crois que vous le savez. Pendant que l'homme dit je vais divorcer, le tribunal dit donnez 500 000. La communauté dit non, restez encore, allez réfléchir. Entre-temps, ça craque là. Et on enregistre, je vous dis, au moment où je parle, il y a eu au moins 3 décès en 2 semaines à Yaoundé. Des AVC, des hommes. Hein? Un jeune qui est qu'est-ce qu'on dit, renvoyé de son emploi. Il arrive au quartier, il dit à sa femme, je viens d'être licencié. La femme dit, ah bon, je crois que c'est une blague. Il dit, non, non, je te dis la vérité. Il est affalé dans son canapé. Et la femme dit, non, je ne pourrais pas supporter ça. Elle a emballé ses effets. Et elle a pris sa petite fille. Elle est sortie. Le jeune homme a passé le temps à négocier pendant toute la soirée avec sa femme au téléphone. La femme a refusé. Et avant que ça ne soit en fait, avant même de finir la soirée, il est tombé. C'est sa soeur qui l'amène à l'hôpital. Et puis, il est mort d'un AVC. Oui, d'AVC. Il y en a comme ça des cas qu'on n'a pas enregistrés. Très bien. Donc il faut qu'on facilite un peu cette procédure de divorce. Ce n'est pas parce qu'on a pris une femme ou alors qu'une femme a pris un homme qu'on doit absolument les imposer dans un foyer. Hein? Ok. Alors, docteur Balana, nous allons bientôt sortir de cette émission. Alors, dites-nous, comment entretenir la flamme de la sexualité après un certain âge? Il aime bien la question. Faites de moi quoi là? Oui. Il avait la parole, docteur. C'est la civilisation. Vous savez, tout à l'heure, quand j'ai parlé de nos traditions, et c'est ça le problème de l'Afrique. On voit toujours l'Afrique, elle est tellement dépeinte en noir que quand vous dites nos traditions, les gens vous disent, mais il y a quoi dans les traditions? Non, mais il y a de belles choses. Il y a de très belles choses dans nos traditions. Et tout à l'heure, vous avez posé que l'âge ne fait aucun problème. Les femmes qui initient les jeunes garçons dans nos villages, dans l'époque précoloniale et même encore dans certains villages aujourd'hui, sont des femmes d'un certain âge. Donc l'âge n'a rien à voir avec les traditions. Il est avec la sexualité. Donc il est important que nos sociétés se réconcilient avec elles-mêmes. La sexualité se vit dans nos traditions. Elle se vit dans le couple, elle se vit hors du couple. Il y a des mécanismes qui encadrent même, je vous ai dit, un adultère conditionné par une situation comme celle que nous vivons. Oui, mais docteur Balana, juste une relance, une question de relance. Oui. Ça, nous sommes dans des sociétés, vous décrivez là la réalité dans les sociétés précoloniales. Oui. Nous sommes dans des sociétés post-coloniales, avec une pratique moderniste assez poussée. Comment aujourd'hui continuer à entretenir la flamme de la sexualité dans des couples qui jouissent d'une certaine la sexualité n'est pas, d'expérience. monsieur, la sexualité n'est pas un bout de quelque chose. La sexualité, c'est la société tout entière. La sexualité, c'est là dans la tête. Il a dit ça pour l'homme. Oui, au bout de 20 ans, 30 ans de mariage, 40 ans. Au bout de comment la société moderne. Quelles sont les astuces? C'est ça, voilà la question, docteur. Enfin, il a dit. Voulez-vous que je vienne parler des astuces de couple ou quoi? Parce que vous nous baladez dans les sociétés. Moi, j'insiste. Non, c'est pratique. Non, c'est pratique. Quand vous dites c'est pratique, ceux qui s'en sortent sont des gens qui n'ont pas coupé le lien. Qui n'ont pas coupé le lien. Quand vous dites je suis, par exemple, vous parlez d'un couple, quel type de couple? Quel couple de quoi? De riches, de bourgeois, d'intellectuels, de pauvres, etc. Quel type de couple? Comment entretenir? Quand vous venez de vous poser cette question, vous arrivez au bout. Comment nous rencontrons-nous d'abord? Ça, c'est la première question. Quels sont qu'est-ce qui nous pousse à nous marier? À se mettre ensemble. Vous ne pouvez pas venir me poser une question. Ce n'est pas une recette, comment je dirais, de quoi médicale. Hein? Ce n'est pas un médecin qui vous dit, bon, utilisez ce médicament. Non. Il y a un couple, tout couple a une histoire. Tout couple a une origine.
Et c'est chaque couple, je dis bien avec l'aide, je parle des traditions, c'est pas qu'on va rentrer à l'époque précoloniale, avec l'aide du clan. Le clan existe encore en Afrique. Nous nous réunissons tous les jours sous la bannière des communautés. Avec l'aide du clan, les couples posent leurs problèmes. Et certains les posent. Avec l'aide des médecins, certains couples commencent à comprendre que l'homme n'est pas l'être puissant. L'homme, même avec grand H, n'est pas l'être puissant que nous présentent les sociétés modernes. L'homme est fragile. Comment entretenir la sexualité? Il faut d'abord qu'on s'entende sur la notion de sexualité. Il faudrait qu'on remette, si on n'a pas remis les valeurs au sein de nos sociétés postcoloniales, comme vous dites, je n'ai pas dit qu'on rentre dans la bourse africaine. Si on n'a pas remis les valeurs au centre de cette société, on ne va pas entretenir la sexualité. Parce qu'aujourd'hui, la sexualité est au cœur de la transaction dans le couple. Tu as donné combien? Tu es maintenant en train de m'appeler dans la chambre, tu as rationné. Parce que ne faites pas comme ça, on va couper la société en deux. Donc pour entretenir la relation sexuelle dans le couple ou la sexualité dans le sens large, il faut revenir à la base des valeurs. Les valeurs qui sont pérennes, pas les valeurs marchandes, pas les valeurs d'intérêt. Ça c'est d'un. Mais ce n'est pas nous qui sommes là assis avec, nous sommes tous au-delà de la quarantaine. Il faut rééduquer les jeunes à la question de la sexualité. Voilà les choses pratiques dont je vais vous parler. Donc, rééduquer les jeunes, c'est quoi? Quand nous mettons nos télévisions à la maison du matin jusqu'à 22 h, on pourrit déjà la tête de nos petits-enfants avec des images sexuelles qui déforment en eux l'idée de la sexualité. Donc, le jeune garçon grandit en prenant la sexualité comme une performance. Ce n'est pas une performance. Hein? Quand vous les entendez dans le quartier dire « j'ai cogné la petite », c'est pas ça. Donc, bien ça, la sexualité n'est pas une performance. La sexualité est une rencontre, un dialogue entre deux personnes. C'est pour ça que vous les voyez, ces jeunes-là, ils vont de copine à copine, jamais satisfaits parce qu'ils ont grandi avec l'idée d'une sexualité comme acte de performance. Donc il faut revenir d'abord aux valeurs. C'est pour ça que je ne peux pas laisser les traditions africaines. C'est ma chapelle. Ce sont les femmes d'un certain âge qui initiaient les jeunes garçons à la sexualité. Aujourd'hui, on s'initie où? Dans le cybercafé. Avec les films pornographiques. La pornographie, ce n'est pas de la sexualité. Vous comprenez un peu. Donc, du coup, la jeunesse, parce que pour moi, c'est la jeunesse qui m'intéresse en tant qu'éducatrice. La jeunesse grandit en étant déjà empoisonnée par des images qui disent être la sexualité, qui ne sont pas la sexualité. Donc, c'est là le problème de la société marchande. Maintenant, après, donc, ces images-là, il y a des valeurs. La sexualité est une affaire de transaction. Je me marie avec ce monsieur parce qu'il est docteur, il peut assouvir mes besoins. Et en 10 ans, quand il a assouvi mes besoins, j'ai fait des enfants et que je vois que ça ne marche plus, je regarde ailleurs. Donc pour entretenir la sexualité dans le couple, il faut mettre la sexualité, il faut prendre la sexualité à la base. Même chez les animaux, vous les voyez comment ils se rapprochent. Oui, on l'a compris. Donc il faut remettre la tendresse, il faut remettre la tendresse, le dialogue. La sexualité est aussi un instrument de paix, de stabilité et d'harmonie dans le couple. C'est l'instrument de paix, de stabilité dans le couple. C'est le feu sacré, la sexualité. S'il n'y a plus ça, il n'y a pas couple. Donc, vous voulez d'autres solutions, vous voulez encore autre chose. Il faut que les hommes avec petit h changent de paradigme. C'est-à-dire qu'ils sachent que la sexualité n'est pas un acte de performance. Les femmes aussi ne disent pas que je fais mon devoir conjugal. Les femmes ne seront pas d'accord avec vous, hein, docteur Balana. Que quoi? Elles ne seront pas d'accord avec vous. À quel niveau? Dire que la sexualité n'est pas forcément synonyme de satisfaction. Non, c'est pas ce que je dis. Je crois qu'on se comprend. Je dis que performance. La tendresse n'apporte pas satisfaction. Mais parfois, c'est des femmes qui encouragent les hommes. Tout à l'heure. Oui, mais parfois, c'est les femmes qui encouragent les hommes à vouloir développer une performance. Non, la performance, écoutez, la performance, la tendresse avant. Moi, je sais que les femmes, c'est la tendresse et puis la performance après. Vous comprenez un peu? Vous voyez quand, monsieur Kwame, vous levez chez vous un matin, comme aujourd'hui, hein? Vous ne dites même pas bonjour à votre femme. Vous passez la grognon. Hein? Et le soir, vous venez lui parler de performance, interrogez bien les femmes dont vous nous parlez là. Ça ne va pas marcher. Nous, les femmes, nous savons que quand le matin, votre mari vous salue en riant, beaucoup là en sortant, c'est que le soir,
Si c'est un homme traditionnel, où sera demandeur? C'est là, le matin, qu'il a commencé la sexualité. Il a commencé la sexualité le matin. Parce que dans la chambre, quand vous allez vous rappeler le sourire qui vous a adressé le matin, ou la petite tape, tout va rouler. Ne me dites pas ce que les femmes, monsieur Kwabo, que les femmes veulent. Elles ne sont pas contre la performance, mais le chemin vers la performance, c'est ça qui fait problème. Donc changer de paradigme, mais les femmes aussi devraient changer de paradigme. Il ne s'agit pas de satisfaire son mari, il s'agit d'entrer en relation. C'est pour ça qu'on parle de relation. Il ne s'agit pas de quoi? De performance, de compétition. Ok. Alors, Maître Minou Sterling, avant d'avoir l'avis du psychologue sur la même question avec vous, je reste sur la même question, celle de l'entretien de la flamme, de la sexualité dans le couple. Puisque la loi le dit, le mariage doit être consommé. Mais est-ce que la loi parle aussi des délais, du rythme, etc. C'est la mécanique, monsieur. Non, avec les éléments de lecture que j'ai concernant le Code civil camerounais qui régit pratiquement les obligations en matière matrimoniale, je n'ai pas trouvé ces critères de conditions, de rythme et tout le reste. Mais en tout cas, ce qui est certain... C'est quoi cette consommation de mariage? Oui, mais la consommation de mariage, la meilleure définition nous a été donnée plutôt dans un droit anglais, en family law, par mon professeur d'université, qui dit qu'il s'agit du full penetration. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut la rencontre des deux sexes et une pénétration totale et qui normalement culmine par la jouissance du partenaire homme. Ça, c'est la définition. En tout cas, ce qui est certain, il faut que la relation soit accomplie. C'est ce qu'on peut le dire de manière assez intelligente. Voilà. Maintenant, pour savoir comment entretenir la flamme, je pense que c'est une question de... Mais est-ce que ce droit-là peut être revendiqué par l'un ou l'autre dans le couple? Mais je pense que... Devant les juridictions compétentes, par exemple, si l'homme à un moment, peut-être parce qu'il s'est laissé emporter par une conquête hors du foyer, ne répond pas, est-ce que la femme peut, à ce moment-là, se saisir du dossier? Bon, à l'international, on a vu des juridictions rendre des décisions parce que la femme se plaignait de ce que le mari ne lui faisait plus l'amour. Parce qu'il y a plus de rapport sexuel, on a pu obtenir, donc, ou alors qu'il était peut-être pas performant. Il faut dire qu'elle ne lui donnait pas satisfaction. Ça, c'est à l'étranger. Le problème au Cameroun, c'est des situations que vraiment, jusqu'à présent, je n'ai pas pu rencontrer en jurisprudence. Où une femme va venir obtenir le divorce parce que son mari n'est pas performant. Non, ça, je n'en ai pas vu. Non, là, je n'en ai pas vu. Ok. Alors, docteur Djengwe Herero, j'ai lu, lorsque je préparais l'émission, un texte. Bon, ce n'était pas un article scientifique, mais un texte rédigé par un journaliste français qui semblait démontrer qu'à partir de la quarantaine, dans la tranche 40-45 ans, le désir sexuel devient très prononcé chez la femme. Alors là, déjà, est-ce que vous confirmez cette information? Oui. On peut considérer, derrière des observations sociologiques, anthropologiques, qu'une fois que la femme s'est un peu affranchie, n'est-ce pas, de ses devoirs, notamment de procréation, ben, il lui reste, n'est-ce pas, tout l'espace pour avoir accès à une sexualité au sens propre du terme, affranchie de la reproduction. Et à ce moment-là, évidemment, ben, elle est en contact avec la recherche de la satisfaction. Et ça peut aller jusqu'à une exigence et une demande qui peut surprendre, n'est-ce pas, son partenaire. À ce moment-là, la question de la performance s'impose à lui. Et le stress, maintenant, va faire qu'il deviendra de plus en plus défaillant, avec des pannes qui se répètent. Et si sa réaction, n'est-ce pas, à ces pannes est une réaction inadaptée, ça peut l'installer de manière chronique maintenant. Voilà, d'où la question de la conciliation des humeurs à ce moment-là. Puisque, à partir de la quarantaine, puisque vous confirmez l'information, le désir sexuel est prononcé chez la femme. Mais à ce moment-là, puisque chez nous, chez les tropiques, dans les sociétés, comme vous aimez à le dire, docteur Balana, africaines, postcoloniales, etc., dans ces sociétés, l'écart d'âge est toujours assez prononcé entre l'homme et la femme. Donc lorsque la femme amorce la quarantaine, l'homme est parfois dans la soixantaine. Et à ce moment, il n'est plus très actif, il ne joue plus de toutes ses forces pour pouvoir répondre à cette incompatibilité-là. Comment concilier?
Je ne suis dans pas le sûr couple? que ça pose un vrai problème. Parce que, encore une fois, la sexualité, c'est un tout. Et donc, la partie sur laquelle on est tous focalisés, qui est le moment de la rencontre ou du coït, n'est-ce pas, sur le plan génital pur, ce n'est qu'une partie de la sexualité. Or, la vraie sexualité, c'est tout ce qui se passe avant. Et ça peut se dérouler, et il y a 4 phases en fait, n'est-ce pas? Il y a une phase de stimulation, et la stimulation peut durer des jours, des semaines et des mois. Hein, c'est le teasing, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là, il y a, voilà, on stimule, on stimule, il y a une préparation. Et maintenant, au moment de la rencontre physique, il y a la stimulation par des gestes de tendresse. Et en la matière, il faut comprendre la différence entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'homme est très vite, n'est-ce pas, prêt, et il démarre au quart de tour. Et c'est ça le risque maintenant chez l'homme de l'éjaculation précoce. Et donc, il va vivre ça comme une contre-performance. Donc, il va être frustré. Or, la femme n'est même pas réellement prête, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il y a une pénétration qui va faire qu'on est à la deuxième phase. La deuxième phase maintenant, c'est une activité où la durée, on appelle ça la phase du plateau, ça peut durer, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, elle réclame, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose comme une jouissance, un plaisir de l'action. Maintenant, la troisième phase, c'est la phase de l'orgasme. L'orgasme, s'il est synchronisé, n'est-ce pas, entre l'homme et la femme, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est donc, voilà, paradisiaque, c'est le nirvana, n'est-ce pas? Et maintenant, la dernière, qu'on appelle la période réfractaire, c'est-à-dire que les deux s'assoupissent dans une incapacité physique à poursuivre l'acte sexuel. Bon, donc ça, c'est la partie, malheureusement, qui est imprimée dans le cerveau de la plupart des gens, et on confond ça avec la sexualité. Ça, c'est l'acte sexuel. Mais la sexualité, maintenant, pour qu'elle devienne quelque chose d'épanouissant, socialement parlant, et dans les couples, il faut une éducation sexuelle d'abord. Il faut que l'identité de l'homme et de la femme, les besoins émotionnels, les besoins sexuels soient connus, et que des compétences, des capacités à communiquer, à partager, à exprimer les besoins, à encourager les autres, à identifier ce qu'il y a d'intéressant, d'encourageant, de séduisant, d'attirant, de réconfortant, de rassurant chez l'autre, qu'on sache le mettre en valeur, parce que c'est ça justement qui détend, et qui permet d'accueillir le moment de la rencontre. Ok, bien, on va sortir. Alors, en un mot, docteur, à tous les hommes qui vous écoutent ce soir, quelle est la recommandation formulée à leur égard pour entretenir la flamme, continuer? En un mot, vous leur dites, que faut-il? Quelle est l'astuce majeure? Bien. Que devons-nous retenir? Je crois que tout homme, surtout les hommes, devrait apprendre à ne pas confondre la performance du coït animal et la sexualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est apprendre à entretenir des sentiments, des émotions de tendresse et partager les besoins dans le respect de l'autre. Quand la partenaire se sent, n'est-ce pas, mise en valeur pour des qualités qui ne sont pas forcément anatomiques, mais elles peuvent l'être aussi, alors ça favorise l'accueil et le partage d'un moment épanouissant, qui est d'abord un moment de tendresse avant d'être éventuellement un moment de rencontre sexuelle au sens restreint du terme. Très bien, ne partez pas, restez avec nous. Nous allons franchir un palier, c'est un palier important pour nous, puisque Regard Social est le carrefour de la solidarité au Cameroun et en Afrique. Je vous propose de suivre ces images. Il s'agit d'un cas social qui nous préoccupe depuis un bon moment. Je vous propose de suivre ce reportage et juste derrière, nous ferons le point avant de sortir. A tout de suite. Le jour se lève à peine dans la capitale économique du Cameroun. Nous sommes à Douala. L'équipe de Regard Social, sous l'œil de la caméra du chef opérateur Samuel Toufa,
est déjà sur le terrain des cas sociaux. Pour cette autre découverte, l'équipe se rend au quartier Mboko, à un jeu de pierre de Mbanga Pongo, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Traverser le seuil de sa porte. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses. Fais lire sûrement ta face. Voilà. Ce sont des images assez choquantes que vous venez de regarder, mais qui valent la peine d'être projetées puisqu'il faut sauver la vie à cette dame, Micheline. Donc n'hésitez plus dès à présent à apporter votre contribution au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Alors tout de suite, sans attendre, nous allons procéder au compte rendu des différentes contributions qui ont été enregistrées durant les 2 semaines qui ont suivi la projection de ces images. Il y a ces sujets. Irène Tembe sur le plateau, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors quelles sont les contributions que nous avons enregistrées? Depuis le 6 avril 2017, les différentes contributions sont les suivantes. Aimé, 100 000 francs. Yundoum Daniel, 1400. Feugam Fopossi, 5 000 francs. Dormo, 4 850. Choupé Fameni, 3 000 francs. Ebo Jean-Jacques, 1 000 francs. Simon Rodrigue, 1 000 francs. Alaga Sèche, 2 000. Lélé Jolie, 2 100 francs. Famille Djidjou, 4 850. Yumbi Christian, 4 850. Alain F, 5 000 francs. Kéléban, 2 000 francs. Béné, 2 410 francs. Aboubakar, 1 000 francs. Karl, 5 000 francs. Madame Zabdi Adel, 2 000 francs. Madame Poucha Christine de Bafan, 5 000 francs. Famille Kemga, 5 000 francs. Gamankan Pougwe Myriam, 2 000. Simon Nono Jové Annick, 5 000. Monsieur Fedze Joseph, 5 000. Dongo Dipanda, 5 000 francs. Kaye Vincent, 5 000. Ndia Apollinaire, 5 000. John Elufa William, 20 000 francs. Famille Le Groupe Emmanuel, 10 000 francs. Bedga Bernadette, 25 000 francs. Yumbon Blaise, 5 000 francs. Cho, 10 000. Aïssatou Aïcha, 10 000. Merlin Chongue, 5 000. Fossi Alain du Canada, 15 000. Kevin Ewis, 2 500. Les élèves du CM2 de l'école Duval, 4 000 francs. Monsieur Foga, 4 850. Sali, 5 000. Une bienfaitrice de Harry, Madame Tchawe, 10 000 francs. Nanga, 2 000. Un chrétien de la briqueterie, 5 000 francs. Luc Marcel, 5 000. Fundon Coucou Paul, 6 000 francs. Wafo Georges, 50 000 francs. Mama Jeannette, 3 000 francs. Orphelinat Dorcas Moutengene, 10 000 francs. Ngomangele Anne et fils, 10 000 francs. Flore, 4 850. Ndoumbe Esso, 5 000. La famille Farah de Boya, 5 000 francs. Imeli, 1 000 francs. William, 5 000 francs. Chokomeni de Malabo, 14 600 francs. Chéri des États-Unis, 5 000 francs. Famille Dubois et Somba, 5 000 francs. Yemeli, 3 000 francs. Mondo William, 25 000. Adèle Ngale de Bipanda, 10 000. Une chrétienne de Makepe Moussoke, 4 850. Zombou, 4 000. Agité de Yaoundé, 5 000. Capitaine Abou Jean de Yaoundé, 10 000 francs. Ngemenye Sandra, 20 000 francs. Olinga Jacques de Yaoundé, 5 000 francs. Lydie au Québec, 10 000 francs. Famille Kamta Télésport à Malabo, 20 000 francs. Armand, 5 000. Une chrétienne, 10 000. Peter, 50 000. Adéalide, 6 000 francs. Famille Moussongo de Niala, 2 000 francs. Kouemi Célestine, 2 500. Bidja Sévérin, 5 000. Dorcas de Bepanda, 6 000 francs. Madame Yvette, 50 000. Loïc, 3 000. Kinfak, 10 000. Poigny, 1 000 francs. Tchunke Bao Jackie, 15 000 francs. Un bienfaiteur de Bonadi Woto, 20 000 francs. Tchagé Ludovic Bertrand, 5 000. Madame So, 5 000. Gondib Janine, 5 000. Bienfaiteur de Moutengene, 10 000 francs. Dieudit Pascaline, 5 000 francs. Jean-Claude, 10 000. Un couple chrétien, 5 000. Olive, 5 000. Bienfaiteur anonyme Moutengene, 10 000 francs. Momim Coco, 10 000. Yvon D, 200 000. Déélé Pierre, 2 000. Flore, 5 000. Le maire Mbongongi Jean-Albert, 25 000. Bienfaiteur d'Allemagne, 32 500. Madame Claire de Bafoussam, 10 000 francs. Famille Fossi, 20 000 francs. Monsieur Wandi, 10 000 francs. Monsieur et Madame Fonan, 5 000. Kemeni Joël, 4 000. Feu Mathieu, 3 000. Œuvre divine, 6 000. Tegan, 2 000 francs. Tamgem Simo,
un volontaire 4850. Fongan François 50 000. Odette Chouan Cap des États-Unis 50 000. Famille Semo Sango 4 000 francs. Tchafak du Canada 30 000 francs. Marivonne 5 000 francs. Ouété Merlin 1000 francs. Église de Dieu, Assemblée de Bédi, ministère de la Réconciliation 15 000 francs CFA. Le Pi Jean-Pierre de Bakondi 5 000 francs. La famille Nono Nankap 1000 francs. Ndefo Gires 8150, ce qui nous donne, Eric, un total de 1 285 110 francs CFA. À la suite de Micheline, nous avons également le cas social des enfants sans anus, qui date du 6 avril 2017. Les différentes contributions sont les suivantes. Famille Langui Martin Gwandi, 200 000 francs. Maman Boula, 5 000 francs. Monsieur et Madame Foucault, 4 000. Une téléspectatrice, 5 000. Un sympathisant, 50 000. Antoine, 2 000. Diane Gono, 5 000. Un bienfaiteur, 5 000. Ebenien, 2 000. Un citoyen camerounais, 9 850. Une chrétienne, 2 000. Madame Kepché Evige, 10 000 francs. Un bienfaiteur de Marois, 10 000 francs. Alaga Sèche, 4 000. Francesca, Freddy et Warren, 4 850. San John Prosper, 2 410 francs. Le Copoup, 4 850. Famille Djidjou, 9 700. Association Arche du Progrès, 5 000 francs. Famille Bahira, 5 000. Takam, 2 410 francs. Gouné Joseph, 2 410 francs. Bonne Charité, 20 000. Abdoulaye, 4 850. Madame Zabdi Adel, 3 000 francs. Tchabge Joseph, 2 000 francs. Chouemenye Albert, 10 000 francs. Église de Pichon, 10 000. Stéphane, 10 000. Chani, Lumière et Enfants, 10 000. Madame Poacha, 5 000. Une famille chrétienne, 50 000. Monique, 20 000. Monsieur Feuze Joseph, 10 000. Kamse Dimitri, 10 000 francs. Tang, 5 000. Bienfaitrice de Bamako, 50 000. Madame Tamfosso, 5 000 francs. Un bienfaiteur du Sénégal, 10 000 francs. Nyongoum Elie Benjamin, 15 000. Kaye Vincent, 30 000. Mayenne Solange, 2 000 francs. Dian Apollinaire, 2 000. Wabila Georges, 20 000. Famille Gandui Jean-Paul de Baffan, 10 000. Madeleine, 30 000. Junior Amadou, 5 000. Lucia, 5 000. Famille Legault Emmanuel, 10 000. Chimène, 1000 francs. Melem Tchongue, 5 000. William, 25 000. Fossi Alain du Canada, 20 000 francs. Monsieur et Madame Medou, 10 000. Larry, 5 000. Emmanuel Toussault, 1000 francs. Patrick Nanke. Ensemble, nous construirons un monde meilleur, car vous le savez mieux que quiconque, nous avons le droit d'être heureux tout seul. N'hésitez pas à apporter votre contribution, contribuer à donner du sourire à tous ces Camerounais qui sont en situation difficile. Merci au public qui est venu très nombreux ce soir, vivre l'émission avec nous en direct. Merci également à tous les panélistes qui ont accepté de nous gratifier de leurs différentes analyses. Merci à toute l'équipe technico-artistique qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi lorsqu'il sera 20h45. Ici Eric Ouamou, bonsoir.